Et si la prochaine grande crise de l'Afrique de l'Ouest ne surgissait pas d'un affrontement direct, mais du silence glacial entre deux voisins? Imaginez, en décembre 2025, la Côte d'Ivoire fait un geste discret vers le Burkina Faso. Pas de traité éclatant, pas de photos sous les projecteurs, pas même une poignée de main rassurante. Juste un mouvement à peine perceptible, perdu dans la rumeur des actualités. Mais ce simple geste, presque invisible, est porteur d'un basculement silencieux qui va bien au-delà de la diplomatie classique. C'est l'ombre portée d'une crise profonde, celle qui naît quand deux alliés historiques cessent de se comprendre et que la confiance, patiemment bâtie sur des décennies, se dissout dans l'indifférence et la peur. Prenons un instant pour imaginer la scène. Au petit matin, dans le bureau feutré d'un ministère, une lettre sans en-tête officielle glisse d'une main à l'autre. Dans les rues d'Abidjan, la rumeur court, mais personne ne sait vraiment ce qui se trame. Le silence pèse autant que 1000 discours, et sur les marchés, les commerçants ivoiriens et burkinabés échangent des regards inquiets, conscients que quelque chose d'essentiel est en train de se jouer, loin des caméras. Derrière ce geste silencieux, c'est tout l'édifice sécuritaire régional qui vacille. Deux pays longtemps unis par l'histoire et la nécessité, désormais séparés par des intérêts contradictoires. Depuis plus de 2 ans, la confiance s'est érodée, la coopération est à l'arrêt et les systèmes d'alerte sont devenus muets. Ce n'est pas une dispute classique, c'est une fracture profonde, invisible et dangereuse qui s'étend sur toute l'Afrique de l'Ouest. Pour comprendre la portée de cette rupture, il suffit de se rappeler d'autres moments charnières dans l'histoire du continent. Pensons au début des années 90, lorsque la Sierra Leone et le Liberia, jadis alliés, se sont brusquement refermés l'un sur l'autre, ouvrant la porte à des conflits dont les répercussions se font sentir encore aujourd'hui, ou encore la crise ivoiro-malienne des années 2000, où la suspension de la coopération transfrontalière a permis à des groupes armés de s'enraciner durablement dans les zones grises. Chaque fois, ce n'est pas la guerre déclarée qui a précipité la catastrophe, mais ce que l'on a appelé plus tard la guerre des silences, cette lente désagrégation des liens invisibles qui font tenir une région. Pourquoi ce geste et pourquoi maintenant? La Côte d'Ivoire ne cherche pas la réconciliation, mais tente d'éviter la contagion du chaos. Son initiative vise à contenir la propagation de l'instabilité qui grignote déjà les frontières. Groupes armés plus audacieux, réfugiés plus nombreux, économie locale menacée de paralysie. Fermer les yeux, c'est risquer la sécurité de tous et la survie quotidienne de millions de personnes. Regardons la situation sous un autre angle. Imaginons un chef de village à la frontière de Kong, qui voit débarquer chaque semaine de nouveaux réfugiés fuyant des violences au nord du Burkina Faso. Il n'a aucune information officielle, aucun soutien logistique, et doit improviser pour abriter, nourrir et protéger des familles entières, alors même que ses propres ressources s'épuisent. Ce n'est pas seulement un défi humanitaire, c'est une question de stabilité. Chaque famille déplacée, chaque enfant sans école, chaque marché déserté est un maillon qui fragilise l'ensemble du tissu social. À des centaines de kilomètres de là, à Abidjan, des entrepreneurs ivoiriens s'inquiètent de la baisse soudaine du trafic routier vers le nord, de la hausse des prix du coton brut et du cacao, ou de la difficulté croissante à obtenir des informations fiables sur l'état des routes et la sécurité des convois. Le risque d'un basculement n'est plus une hypothèse lointaine, mais une réalité quotidienne. Ce qui se joue ici dépasse largement Abidjan et Ouagadougou. L'avenir des échanges, la survie des communautés frontalières, la résilience de toute la région sont en jeu. La vraie crise n'est pas l'absence de dialogue, mais la façon dont le dialogue se transforme. Il devient un outil froid, dénué de confiance ou de solidarité réelle. On pourrait comparer cette situation à celle des Balkans à la veille de la dislocation de la Yougoslavie, lorsque les canaux de communication officiels subsistaient à peine, tandis que, sur le terrain, la méfiance et la peur prenaient le pas sur toute autre considération. C'est souvent la transformation insidieuse du dialogue, de la coopération sincère à la méfiance bureaucratique, qui précipite le chaos, bien plus sûrement que les discours enflammés ou les ruptures spectaculaires. Pour saisir l'ampleur du problème, il faut plonger sous la surface, loin des gros titres, et explorer les racines de cette rupture silencieuse, car cette histoire ne commence pas avec un simple geste. Elle prend racine dans des années de tensions, de choix politiques et de peurs partagées. Il est crucial de revenir sur la longue histoire des relations ivoiro-burkinabées pour comprendre comment l'on en est arrivé là. La frontière ici n'a jamais eu la rigidité d'un mur. Elle est restée un fil tendu, fragile, entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Bien avant qu'on trace des lignes sur le papier, les peuples échangeaient, se mariaient,
bâtissaient une communauté qui défiait les distances officielles. On peut remonter au XIXe siècle, lorsque les royaumes sénoufo et mossi entretenaient déjà des relations de voisinage, de commerce et d'alliance bien avant la colonisation. Il existe encore aujourd'hui des villages entiers, comme Kuruma ou Nyangoloko, où les familles sont partagées de part et d'autre de la frontière, et où les traditions se transmettent par-delà les barrières étatiques. Aujourd'hui encore, des millions de Burkinabés vivent en Côte d'Ivoire. Chacun fait circuler, jour après jour, non seulement des marchandises et de l'argent, mais aussi des souvenirs, des espoirs, des familles éclatées entre deux pays. Les liens économiques et humains sont si serrés qu'il est impossible de les séparer sans tout briser. Prenons l'exemple de la filière du cacao. Chaque année, des dizaines de milliers de travailleurs saisonniers burkinabés descendent dans les plantations du sud-ouest ivoirien, constituant la colonne vertébrale de toute une économie rurale. En cas de rupture prolongée, non seulement ces travailleurs perdraient leurs revenus, mais l'ensemble de la chaîne d'exportation ivoirienne, la première du monde pour le cacao, serait menacée, avec des conséquences jusque sur les marchés de chocolat en Europe. Pour le Burkina Faso, le port d'Abidjan n'est pas qu'une porte vers la mer. C'est un besoin vital. Le coton, le cacao, les vivres et les rêves empruntent cette route nourrissant deux économies, tressant un avenir partagé. Cette interdépendance, ce n'est pas qu'un concept. Elle se mesure en camions qui traversent, en marchés qui vivent, en destins croisés chaque matin. Pour s'en convaincre, il suffit d'observer le balai quotidien des camions chargés de sacs de coton à Bobo-Dioulasso, ou de suivre la vie du grand marché de Korogo où se rencontrent commerçants, transporteurs, éleveurs et artisans de tout le Sahel. Pourtant, cette proximité n'a jamais suffi à dissiper la méfiance. La stabilité reposait ailleurs, sur une architecture sécuritaire régionale, patiemment construite dans l'ombre. Patrouilles coordonnées, informations partagées, routines silencieuses, tout tenait grâce à une discipline discrète. Les frontières étaient surveillées, non à cause d'une menace immédiate, mais pour maintenir un équilibre exigeant. Historiquement, ce système s'est appuyé sur des mécanismes tels que le Comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel ou les réseaux d'alerte précoce financés par la CEDEAO. Les réunions trimestrielles entre commandants de gendarmerie, les exercices conjoints antiterroristes, les échanges d'informations sur les mouvements suspects formaient une sorte de toile invisible. C'est cette toile, plus que les accords écrits, qui a permis à la région de résister, tant bien que mal, à l'essor des groupes armés depuis la crise malienne de 2012. Jusqu'à l'année 2022, la région vivait dans une sorte d'équilibre précaire mais prévisible. Les États ne se faisaient tant pas confiance, pas vraiment, mais chacun connaissait les règles du jeu. Ce n'était pas de l'amitié, c'était du pragmatisme. On coopérait pour éviter le désordre, pour tenir les menaces à distance. On se souvient par exemple de l'opération Frontières Sûres menée en 2015 qui avait rassemblé des unités ivoiriennes et burkinabées contre les trafics transfrontaliers. L'opération n'a pas tout réglé, mais elle a permis d'éviter une montée incontrôlable de la violence dans le nord ivoirien et dans la région des Cascades. La Côte d'Ivoire jouait le rôle de pilier. Son administration stable, sa gestion rigoureuse des risques, son engagement régional rassuraient en ses voisins. Le Burkina Faso, dépendant mais sérieux, suivait la cadence. Ensemble, ils formaient une mécanique discrète mais efficace, un bouclier silencieux contre l'instabilité transfrontalière. On pourrait comparer ce duo à celui formé par le Nigeria et le Bénin dans la lutte contre la piraterie dans le golfe de Guinée, où la coordination a permis d'éviter une flambée de violence maritime. L'histoire montre que lorsque ces mécanismes sont brisés, le vide est immédiatement comblé par des acteurs non étatiques, souvent violents ou opportunistes. Mais ignorer la profondeur de cette interdépendance, c'est courir à la catastrophe. Quand un rouage cède, ce n'est pas un simple accroc local, c'est toute la machine régionale qui menace de s'effondrer. Les conséquences franchissent aussitôt la frontière, frappant l'économie, la sécurité, la vie ordinaire de milliers de familles. Pour illustrer cela, rappelons la crise de 2002 en Côte d'Ivoire. La fermeture soudaine de la frontière nord avait provoqué une flambée des prix, des pénuries d'essence jusque dans les stations-service de Ouagadougou et le surgissement de nouveaux réseaux de contrebande, incontrôlables par les États. Les leçons de l'histoire sont claires. La rupture, même silencieuse, a un coût immédiat et durable pour tous les citoyens, qu'ils soient agriculteurs, commerçants, étudiants ou fonctionnaires. Pour comprendre comment cette fragilité est devenue un risque, il faut revenir à l'instant précis où l'équilibre s'est brisé. C'est là qu'apparaît le vrai visage de la crise, discret mais implacable.
Quand la logique sécuritaire se fissure, ce ne sont pas seulement les frontières qui deviennent floues, les routines se dissolvent, la confiance aussi. En septembre 2022, Ouagadougou est balayé par un vent de rupture. Un nouveau régime rejette d'un revers tout le système de sécurité hérité, imposant une souveraineté farouche, sans compromis, même au prix de l'isolement total. Ce n'est pas sans rappeler la prise de pouvoir par Thomas Sankara en 1983, qui avait déjà tenté de redéfinir la souveraineté nationale contre les logiques régionales, avec des résultats mitigés. À l'inverse, Abidjan mise sur la stabilité. La Côte d'Ivoire s'accroche à la continuité, fidèle à la coopération régionale patiemment tissée. D'un côté, le verrouillage, de l'autre, l'ouverture. Deux visions irréconciliables qui transforment la frontière partagée en une véritable ligne de faille, autant psychologique que géographique. Très vite, la mécanique commune s'enraye. Les échanges de renseignements, jadis quotidiens, cessent soudainement. Les patrouilles mixtes qui parcouraient des centaines de kilomètres de savane disparaissent. Les numéros d'urgence qui résolvaient discrètement les crises restent muets. Ce ne sont pas des explosions, mais un silence dense qui s'installe, chaque État livré à ses propres failles. Ce vide attire aussitôt les groupes armés. Opportunistes, ils exploitent chaque brèche. Nouvelles routes de contrebande, infiltration facilitée, passages clandestins vers le sud qui se multiplient. Rapidement, les flux de réfugiés s'intensifient, déplaçant la crise depuis les marges sahéliennes jusqu'aux abords du littoral ivoirien. Les équilibres locaux, déjà fragiles, vacillent. On a vu des scènes similaires lors de la crise centrafricaine, où la rupture des mécanismes de coopération entre le Cameroun et la Centrafrique avait permis à des groupes rebelles d'établir des bases de repli le long de la frontière, rendant toute intervention officielle presque impossible. Mais c'est la mort brutale d'un militant burkinabé, détenu en sol ivoirien, qui fait basculer la tension dans la lumière. Ce décès agit comme un révélateur. Soudain, tout ce qui se réglait dans l'ombre éclate en affrontement public. Les accusations remplacent les accords, la méfiance efface les dernières traces de coopération. Dès lors, la fracture n'est plus abstraite. L'impuissance à gérer cette désorganisation laisse les menaces proliférer. Violences qui s'étendent, crises qui se régionalisent, population gagnée par un sentiment d'abandon. La précarité des réseaux commerciaux, l'incertitude sur la sécurité quotidienne et la crainte d'un nouvel afflux de réfugiés deviennent le lot commun, menaçant la stabilité de toute la sous-région. Deux certitudes demeurent. Le passé est irréversible, mais la rupture totale serait synonyme de chaos. Entre ces extrêmes, il faudra inventer une nouvelle coexistence, sans repères, sans mode d'emploi. Pourtant, dans l'ombre de la crise ouverte, certains acteurs refusent de céder à la fatalité. Une résistance discrète s'organise, cherchant des issues là où tout semble bloqué. Ce sont parfois des maires de petites villes frontalières qui, malgré l'absence d'appui officiel, maintiennent des réseaux d'entraide, organisent des réunions informelles ou font passer des messages par-delà les frontières. On se rappelle la fameuse anecdote de 2018, lorsque les communautés de Sindou et de Tangrela avaient mis en place une bourse du dialogue pour échanger des informations sur les menaces en dehors de toute structure étatique. Ces initiatives locales, bien que fragiles, montrent que la société civile a parfois un temps d'avance sur les États. Quand le dialogue cesse d'être un choix pour devenir une question de survie, la confiance disparaît au profit d'une tension permanente. Dans ce climat de suspicion, l'absence de communication prolongée a fait voler en éclats les routines de sécurité. Ce qui était automatisme hier n'est plus qu'un souvenir, et le silence est devenu la règle de chaque côté de la frontière. La moindre interruption, le plus petit délai dans une réponse sont vus comme des signaux hostiles. Chaque silence nourrit les soupçons de complot ou de double jeu. Les accusations ne s'échangent plus à voix haute, mais se lisent dans les procédures, les décisions de terrain, les gestes quotidiens. La défiance s'installe partout, rongeant les marges de manœuvre. Sur le terrain, le paysage sécuritaire s'est métamorphosé. Les armées nationales, soudain privées de coordination, se retrouvent incapables de réagir à temps. Là où l'État recule, des groupes armés mobiles s'engouffrent, exploitant les zones grises, redessinant à leur manière la carte des pouvoirs et imposant leurs propres règles sur des territoires entiers. Pour la Côte d'Ivoire, les effets sont immédiats. La pression migratoire s'intensifie avec des dizaines de milliers de personnes traversant les frontières de manière informelle. Les grandes villes côtières, véritables moteurs économiques, deviennent vulnérables à de nouvelles menaces, sociales et sécuritaires, fragilisant leur équilibre déjà précaire. Au Burkina Faso, l'isolement se durcit.
La rupture avec le système régional plonge le pays dans une dépendance accrue à quelques partenaires incertains pour faire circuler biens et informations. Les difficultés logistiques s'accumulent et l'autonomie chèrement acquise ne remplace pas la solidarité perdue. Les institutions régionales, qu'il s'agisse de la CEDEAO, de la France ou des États-Unis, échouent à restaurer la cohésion. Leur influence, autrefois structurante, s'estompe et devient presque théorique. Ni les ultimatums, ni les promesses, ni les médiations superficielles ne parviennent à enrayer la désintégration du système. Peu à peu, la région se morcelle, chaque État se replie sur ses urgences, abandonnant l'idée même d'une sécurité partagée. Mais ce repli porte un risque majeur. Plus le système régional se délite, plus chaque pays s'expose à la fois aux agressions extérieures et aux secousses internes, qu'il s'agisse de violences, de migration ou de chocs économiques. Désormais, c'est moins la confiance que la peur d'un effondrement total qui maintient un semblant de dialogue. Ce n'est plus l'espoir de réconciliation qui fait tenir le système, mais la nécessité d'éviter l'irréversible, de suspendre la chute, même provisoirement. Le danger n'a rien de spectaculaire, mais il n'en est que plus insidieux. Pour comprendre comment cette crise silencieuse s'est enracinée, il faut revenir aux origines de la fracture. Les signes avant-coureurs étaient vraiment déjà là, bien avant la rupture officielle. Lorsqu'on relit les rapports de l'Observatoire pour la sécurité transfrontalière, on voit que les incidents signalés, petits trafics, tensions communautaires, arrestations arbitraires, s'accumulèrent déjà dès 2020, comme autant de symptômes ignorés. Quand le voile du passé se déchire, il ne subsiste que la rigueur de la gestion du risque. Voici la réalité brute à laquelle la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso sont désormais confrontés. Décembre 2025 n'a pas été le mois du pardon, ni celui d'un retour à une alliance forte, mais un point de bascule. On a parlé non pour s'unir, mais pour contenir la menace qui grandit dans les silences. Ce dialogue n'a rien d'une réconciliation. Aucune illusion sur l'unité, encore moins sur une fraternité retrouvée. Il s'agit d'un pacte minimal, limiter le danger, chiffrer l'incertitude, retenir la méfiance avant qu'elle ne bascule en crise ouverte. Pour donner un exemple concret, les deux pays ont accepté de maintenir une ligne téléphonique de crise accessible uniquement à certains officiers, mais sans partage d'informations stratégiques. C'est un filet de sécurité, pas une solution durable. Dans cette nouvelle ère, la région doit faire le deuil de l'uniformité politique ou sécuritaire. La coexistence repose désormais sur l'acceptation de la tension, sur le fait de collaborer à distance, sans fusion ni adhésion pleine. C'est une question de survie. Refuser la divergence, c'est ouvrir la porte au chaos. La stabilité, autrefois perçue comme acquise, s'est muée en un équilibre précaire. Elle exige une vigilance constante, une adaptation sans relâche. Personne n'espère plus le retour d'une confiance totale, mais tous savent que l'alternative, la fragmentation, serait dévastatrice. Désormais, la discipline fait office de boussole. Il s'agit de communiquer sans se leurrer, de coordonner sans imposer sa volonté. Les États doivent apprivoiser la divergence, instaurer des routines sobres qui circonscrivent le risque, plutôt que d'attendre un miracle de rapprochement. Les institutions régionales, telles que la CEDEAO, ne sont plus des garantes automatiques de la stabilité. Leur survie dépend de leur capacité à se réinventer, à encadrer la tension, à proposer des cadres souples où la divergence ne rime pas avec rupture. Sinon, elles deviendront accessoires, incapables de suivre la réalité mouvante du terrain. Ignorer cette transition, c'est condamner la région à une instabilité chronique. Ce serait perdre le contrôle des dynamiques sécuritaires, ouvrir la voie à des vagues de violence, de déplacements forcés, à l'effondrement des échanges qui font vivre des millions de personnes. À ce carrefour, une question brûlante subsiste. La région saura-t-elle transformer la divergence en moteur d'adaptation ou se laissera-t-elle emporter par la fragmentation fatale ? Le choix qui s'impose aujourd'hui n'est plus celui de l'idéal, mais celui de la lucidité. Car la moindre erreur se paierait au prix fort, bien au-delà des frontières immédiates. La divergence n'est plus l'exception, elle est devenue la règle. Comment imposer une discipline collective pour éviter la catastrophe ? Face à la crise silencieuse entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, la question n'est plus de restaurer la confiance d'autrefois, mais d'apprendre à vivre avec la différence sans tomber dans le chaos. Nous avons basculé dans une nouvelle ère où la coexistence n'est plus fondée sur des idéaux communs, mais sur une gestion froide, méthodique, presque chirurgicale des désaccords. Le dialogue, jadis signe de fraternité, s'est transformé en dispositif de sécurité. Il sert à empêcher la moindre faille de tout engloutir. Désormais, le plus grand danger ne vient pas d'une rupture franche, mais de l'accumulation de fractures invisibles.
Ces fissures laissent passer par l'insécurité, les trafics et les groupes armés, là où les frontières étaient autrefois surveillées. L'incapacité à gérer la divergence menace la vie de millions de personnes. De l'agriculteur du Sahel à la marchande d'Abidjan, tous en subissent les conséquences. Chaque patrouille suspendue, chaque échange de renseignements tue, ouvre la porte à de nouvelles menaces. Le système ne s'effondre pas d'un seul coup. Il s'érode lentement mais sûrement à mesure que les routines se dissipent. Ce sont les familles déplacées, les marchés désertés, les espoirs qui s'amenuisent, qui paient le prix de cette dérive insidieuse. La discipline dans la divergence n'est plus un luxe diplomatique, c'est une question de survie pour la région. Accepter la pluralité des logiques, canaliser les tensions plutôt que les nier, inventer de nouveaux codes de coopération, voilà ce qui pourra freiner l'effondrement. Sommes-nous prêts à affronter cette vérité ? La gestion de la divergence n'est pas le fardeau des seuls dirigeants. Elle engage chaque citoyen, chaque commerçant, chaque famille, toutes les forces vives. Exiger de nos institutions la discipline, la prévention, plutôt que la réaction ou la nostalgie, devient une responsabilité collective. À l'instant où la sécurité de toute l'Afrique de l'Ouest tient à un fil, chaque choix, chaque compromis, chaque mécanisme de gestion compte. La différence est désormais la norme, non une anomalie. Pourtant, la catastrophe n'est pas inévitable, à condition d'apprendre à l'apprivoiser, à la réguler, sans céder au repli ni au fatalisme. Face à cette transformation muette, la vigilance et l'exigence s'imposent à chacun. C'est la qualité de notre engagement critique et discipliné qui décidera si la région saura éviter l'effritement ou sombrera lentement dans le chaos. Pour avancer, il faudra s'inspirer de modèles hybrides, comme ceux expérimentés dans la Corne de l'Afrique après la rupture entre l'Éthiopie et l'Érythrée, où la gestion de la frontière s'est appuyée sur des commissions mixtes locales, des alertes partagées et une surveillance communautaire. Cela n'a pas tout résolu, mais a permis d'éviter le pire. Quels sont alors les pas concrets à franchir ? Premièrement, il s'agit de rétablir des mécanismes minimaux de coordination, même sans confiance totale. Partage d'alertes sanitaires, cellules d'urgence humanitaire, échanges logistiques sur les routes critiques. Deuxièmement, il faut miser sur l'autonomisation des acteurs locaux, former les chefs de village à la médiation, renforcer les capacités des associations transfrontalières et soutenir les radios communautaires, véritables relais d'alerte. Troisièmement, la région doit investir dans des outils technologiques sobres mais efficaces. Applications mobiles d'alerte, cartographie participative des incidents, plateformes discrètes d'échange entre forces de sécurité. Enfin, il ne faut pas sous-estimer le pouvoir du dialogue culturel. Les festivals transfrontaliers, la promotion des langues communes, les jumelages scolaires sont autant de moyens de maintenir un fil invisible quand tout semble rompu. À long terme, seule une discipline ancrée dans la réalité, patiemment entretenue par la société civile, les institutions et les États, permettra de traverser cette zone de turbulence. L'Afrique de l'Ouest a déjà prouvé, par le passé, qu'elle pouvait transformer la crise en opportunité. Pensons à la relance du commerce régional après la crise ivoirienne de 2010 ou à la coopération sanitaire pendant l'épidémie d'Ebola. C'est cette résilience collective qu'il faut mobiliser aujourd'hui. La question finale, alors, n'est pas seulement de savoir si la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso parviendront à restaurer un semblant de coopération. Elle est de savoir si toute une région saura inventer un nouvel art de vivre dans la divergence sans renoncer à la sécurité ni à l'espérance. Car au bout du compte, c'est l'intelligence collective et l'engagement patient de tous qui décideront si le silence restera synonyme de menace ou deviendra le prélude d'une nouvelle forme de solidarité.